Voici un graphique sur les sans-abri au Japon. Quand on regarde ça, c'est assez incroyable. Pour un pays de 125 millions d'habitants, ils ont moins de 5000 sans-abri. Et en 2024, ce chiffre est en fait de 2820, le plus bas depuis le début des données en 2003. Cela signifie que seulement 0,003% de leur population est sans abri. Ce qui veut dire qu'ils l'ont pratiquement résolu. Ça paraît trop beau pour être vrai, et en réalité ça l'est. Laissez-moi vous expliquer. Des centaines de sans-abri dans le centre de Tokyo sont forcés de se cacher des regards. Ces chiffres incroyablement bas viennent du gouvernement, et demander à n'importe quel gouvernement de rendre compte de ses propres résultats, c'est comme demander à un élève de corriger ses propres copies d'examen. Le Japon considère le sans-abrisme différemment des autres pays. La définition de ce terme n'est pas vraiment claire, voire même manipulée. Leur taux réel de sans-abrisme est très bas, ce qui reste impressionnant, mais ce n'est pas ce que l'on croit. Mais pour comprendre comment le Japon a réduit son taux de sans-abrisme à presque zéro, il faut revenir sur les dernières décennies, à une époque où le sans-abrisme était loin d'être à 0%. Tout commence juste après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les bombardements qui ont eu lieu sur le continent ont laissé les villes gravement endommagées, rendant près de 9 millions de personnes sans abri après la guerre. À ce moment-là, le Japon ne possédait presque plus rien. Mais tout cela a changé lorsque le pays a connu ce que l'on appelle aujourd'hui le miracle économique japonais. Si vous regardez ce graphique ici, la croissance économique rapide après la guerre a été pratiquement exponentielle, propulsant le pays vers le haut dans le classement des puissances économiques sur la scène internationale. Quant à la façon dont cela s'est produit, il y a plusieurs raisons. Parce que le Japon était complètement en ruine et avait perdu une partie de ses industries après la guerre, ils n'avaient vraiment pas d'autre choix que de reconstruire à partir de zéro. C'était une bénédiction déguisée, car cela leur a donné l'occasion d'innover en même temps. Ils n'avaient pas à attendre que l'ancienne technologie devienne obsolète pour introduire lentement de nouvelles technologies. Comme le Japon était à bien des égards une page blanche, ils pouvaient s'y lancer immédiatement. Les importations du Japon ont explosé lorsqu'ils ont introduit de nouvelles innovations étrangères, comme des robots et des machines-outils à mettre en œuvre chez eux. Une grande partie du capital du pays était consacrée à l'investissement dans la fabrication. Ainsi, plusieurs secteurs industriels, de l'électronique à l'ingénierie chimique, ont connu une croissance rapide. Le gouvernement encourageait également activement la croissance des entreprises, en maintenant des taux d'intérêt et des taux d'imposition bas après la guerre, alors qu'il tentait de reconstruire le pays aussi efficacement que possible. L'idée principale était de promouvoir une croissance agressive des entreprises et de l'industrie afin que le pays puisse se relever de sa défaite. Les grandes entreprises japonaises ont formé des groupes appelés Keiretsu. Ces grands groupes reliaient les banques, les entreprises et les sociétés commerciales et étaient conçus pour aider les sociétés à surpasser leurs concurrents. Pour garder une longueur d'avance sur la concurrence, Keiretsu a développé une culture de travail compétitive qui leur permettait de rester en avance sur leurs rivaux. Cela a stimulé l'innovation, mais exigeait également que les employés travaillent en de longues heures tout au long de leur carrière. Ainsi, l'efficacité et la productivité ont augmenté, alimentant la croissance rapide des entreprises que le Japon recherchait dans un monde d'après-guerre. Même si ces importations ont augmenté au départ, la volonté d'accroître la production a conduit à une explosion des exportations du Japon peu de temps après. Le Japon était flexible dans ce qu'il exportait, s'adaptant à ce qui était le plus demandé à l'époque, que ce soit des métaux, des textiles ou autre chose. Grâce à cette flexibilité, associée à l'efficacité de sa main-d'œuvre, le Japon est devenu un exportateur de premier plan et un acteur sur la scène économique internationale en seulement quelques décennies. Dans les années 80, le Japon avait le plus grand produit national brut au monde. Même aujourd'hui, le Japon est la troisième plus grande économie du monde, avec un produit intérieur brut de 4,2 billions de dollars. Pendant le miracle économique japonais, cela a profité à tout le monde, donc le taux de sans-abrisme a naturellement diminué à partir des années 60, car les entreprises avaient besoin de plus de travailleurs et les employés comme les entreprises récoltèrent les bénéfices économiques. Mais comme pour tous les booms économiques, cette croissance ne pouvait pas durer éternellement. La bonne fortune économique des années 1980 était en partie due à la politique monétaire souple du Japon. La réglementation laxiste a conduit à une surévaluation du marché boursier et de l'immobilier. C'était formidable tant que ça a duré, mais il était évident qu'une bulle économique se formait, alors le ministère japonais des Finances a relevé les taux d'intérêt. Mais au début des années 1990, elle éclatait, la bourse s'est effondrée. Et cela a entraîné une crise de la dette qui allait devenir connue sous le nom de la décennie perdue. Pendant 10 ans de lutte économique sévère et de stagnation pour le Japon, le produit intérieur brut a chuté. Cela a inévitablement conduit à des taux de chômage plus élevés, ce qui a inévitablement entraîné des taux élevés de sans-abri.
En 2003, il y avait environ 25 000 sans-abri dans les rues du Japon. Mais la décennie perdue ne s'est pas arrêtée au début des années 2000. Le produit intérieur brut est resté extrêmement bas. Et puis la crise financière de 2008 a frappé, écrasant encore plus l'économie mondiale, ce qui a encore plus écrasé le Japon. Donc leur économie est relativement stagnante depuis 3 décennies. Et pourtant, en même temps, le nombre de sans-abri n'a pas augmenté régulièrement au cours de ces décennies. En fait, il a diminué. Donc si la réponse n'est pas la croissance économique, comment le Japon a-t-il réduit sa population de sans-abri à presque rien ? Eh bien, les choses ont commencé à changer au niveau gouvernemental à la fin des années 1986, lorsque les groupes de sans-abri et les défenseurs sont devenus plus actifs. Tokyo, la capitale du Japon, a commencé à prêter attention à ses défenseurs et groupes et à écouter leurs préoccupations. Cela est devenu particulièrement important car, à l'époque, le problème des sans-abri prenait rapidement de l'ampleur dans le pays, avec des milliers de personnes considérées comme sans-abri rien qu'à Tokyo. Beaucoup avaient du mal à trouver un emploi permanent et les salaires étaient souvent bas, ce qui rendait difficile pour les Japonais de subvenir à leurs besoins. Les travailleurs journaliers, en particulier, avaient du mal à trouver un logement abordable au cours de la dernière décennie. De nombreuses personnes sans abri venant de secteurs ouvriers, comme la construction, qui ont beaucoup souffert pendant les décennies de stagnation économique au Japon. Le sans-abrisme touchait plus souvent les personnes d'âge moyen et les personnes âgées, car elles avaient du mal à trouver du travail, étant remplacées par des ouvriers plus jeunes. Ces groupes ont commencé à s'organiser et à résister au gouvernement en défendant leurs droits. Alors enfin, en 2002, les choses ont commencé à bouger. Le gouvernement a adopté la loi sur l'autonomie des sans-abri, qui visait à aider les personnes sans-abri à atteindre un niveau où elles pouvaient subvenir à leurs propres besoins. Dans le cadre de cette nouvelle législation, Tokyo a créé des centres de soutien à l'autonomie pour aider les personnes sans-abri à trouver un emploi et à devenir capables de subvenir à leurs propres besoins. La politique envers les sans-abri des années 2000 comprenait plusieurs autres aspects, tous visant à décourager la vie dans la rue et à encourager l'autonomie de la population sans-abri. L'idée n'était pas simplement de les sortir temporairement de la rue. Le gouvernement voulait que les gens quittent la rue de façon permanente. Le prochain grand pilier de la politique de Tokyo était de trouver un logement pour les sans-abri qui ne pouvaient plus vivre dans la rue, puisqu'ils avaient été expulsés des trottoirs et des lieux publics. Tokyo a proposé à la fois des centres de réinsertion et des structures d'hébergement simples pour loger temporairement les sans-abri. De 2004 à 2007, Tokyo a mis en place un projet qui offrait aux sans-abri des logements à faible loyer qu'ils pouvaient occuper pendant une certaine période. Les organisations à but non lucratif, souvent soutenues de manière informelle par le gouvernement, ont également fourni des structures d'aide sociale pour aider les sans-abri. Ainsi, de 1998 à 2010, le nombre total de structures d'hébergement pour les sans-abri à Tokyo a été multiplié par 6, tandis que la capacité globale de ces structures a augmenté de 2,5 fois. Vers la fin des années 2000, Tokyo a mis en place de nouvelles mesures pour son système d'aide sociale. Un nouveau système de soutien appelé logement d'accompagnement à l'autonomie a été ajouté. Il s'agissait d'un système de sous-location censé servir d'étape intermédiaire pour les personnes entre l'itinérance et le logement permanent. Ensuite, il y a les lois et les institutions elles-mêmes qui jouent un rôle. Ils ont une politique stricte en matière de drogue. Le gouvernement applique rigoureusement sa politique contre les drogues illégales et en décourage l'utilisation. Ainsi, en 2014, seulement environ 1,6% de la population japonaise, selon une enquête, avait essayé des drogues autres que l'alcool à un moment de leur vie. Ce chiffre fait pâle figure en comparaison du nombre de personnes ayant essayé une forme de drogue illégale aux États-Unis, qui dépasse 50% de la population. Cette consommation de drogues illégales peut souvent mener à la dépendance, à un casier judiciaire ou à des problèmes de santé mentale, ce qui finit par rendre beaucoup plus difficile de fonctionner ou de trouver un emploi pour se réinsérer dans la société, créant ainsi un grand cercle vicieux. C'est particulièrement le cas au Japon. Si vous étiez accusé une seule fois, même pour une petite possession de drogue, votre vie serait absolument terminée au Japon. La société n'oublie jamais ce que vous avez fait et votre casier judiciaire ne disparaît jamais, donc trouver un logement ou un emploi devient presque impossible pour le reste de votre vie. Quant à la façon dont le Japon gère les problèmes de santé mentale, c'est un peu ironique compte tenu de leur taux élevé de suicide et de la stigmatisation de la santé mentale, mais il s'en occupe étonnamment bien pour la population sans abri en quelque sorte. Plus de 30% de toutes les personnes qui connaissent l'itinérance à un moment donné dans le monde ont souffert d'une maladie mentale. Contrairement à d'autres pays qui pourraient simplement placer une personne ayant des problèmes de santé mentale dans un refuge ou un centre ordinaire pour sans-abri, le Japon transfère ceux qui luttent contre une maladie mentale dans un établissement de santé mentale. Il dispose simplement de plus d'espace. Au Japon, il y a 269 lits dans les établissements de santé mentale pour 100 000 habitants, alors que la moyenne mondiale est de 68.
Ceci s'explique par le fait que, pour le meilleur ou pour le pire, ils ont pris du retard par rapport aux autres dans la tendance à la désinstitutionnalisation, qui consiste à remplacer les hôpitaux psychiatriques de longue durée par des services de santé mentale communautaires, moins isolés pour les personnes diagnostiquées avec des troubles mentaux. Ainsi, la pratique du Japon consistant à institutionnaliser les personnes présentant des signes de maladie mentale a contribué à réduire sa population sans abri dans les rues, mais cela ne signifie pas pour autant que les soins de santé mentale y sont les meilleurs. Mais en dehors de tous les efforts déployés par le gouvernement pour trouver des solutions de logement pour les sans-abri du pays, il existe d'autres raisons à l'absence de sans-abrisme qui relèvent au davantage d'un aspect purement culturel qu'autre chose. Vous voyez, le gouvernement japonais a reçu de nombreuses critiques de la part de groupes qui affirment que le nombre de sans-abri dans le pays est bien plus élevé que les chiffres rapportés par le gouvernement. Cela rendrait leur taux de sans-abrisme proche de zéro beaucoup moins impressionnant. Mais pourquoi le décompte du gouvernement ne serait-il pas exact ? Le gouvernement manipule-t-il intentionnellement les chiffres ? Eh bien, peut-être pas intentionnellement, mais oui, il y a plusieurs raisons juridiques, sociales et culturelles qui pourraient expliquer cela. Tout d'abord, nous devons examiner comment le Japon définit légalement l'itinérance. La définition est beaucoup plus restreinte que celle que nous pourrions utiliser pour ce que signifie être sans-abri. Le gouvernement japonais la définit comme les personnes qui vivent leur vie quotidienne dans des espaces publics, tels que les routes, les parcs, les berges de rivières, etc. Donc, il ne compte que les personnes qui vivent littéralement dans la rue, et pas celles qui se trouvent dans des refuges ou des centres pour sans-abri, qui techniquement sont aussi sans domicile. Et au Japon, il est rare de voir des personnes vivre dans la rue à cause des expulsions forcées des espaces publics, qui sont courantes dans le pays. Le pays empêche les sans-abri d'accéder aux parcs, construit des infrastructures anti-sans-abri et les éloigne des espaces publics. Ainsi, le nombre de personnes vivant dans la rue, ou considérées comme sans-abri aux yeux du gouvernement, est très faible. Alors, où finissent tous ces sans-abri cachés et non détectés ? Eh bien, il est devenu courant que certaines personnes sans résidence permanente dorment dans des cybercafés ouverts 24 heures sur 24. S'ils ont des emplois à temps partiel et mal payés, ils peuvent couvrir le coût de la nuitée tout en évitant de dormir dans la rue en dormant dans des cabines informatiques de ces cybercafés. Dans ces endroits, ils peuvent bénéficier d'un petit espace pour dormir, ainsi que d'un accès à Internet. Ces personnes sont appelées les réfugiés des cybercafés. C'est devenu tellement important que de nombreux cybercafés font désormais office d'établissement d'hébergement en proposant de la nourriture, des boissons et une douche aux personnes qui viennent payer pour rester. Progressivement, cette tendance s'est transformée en une industrie florissante. Depuis 2020, on estime qu'au moins 15 000 personnes vivent dans des cybercafés rien qu'à Tokyo. Ce qui représente 5 fois le nombre officiel de sans-abri au Japon. Ce choix d'abri est particulièrement populaire parmi la population jeune sans domicile. Pour donner un contexte, dans le recensement officiel du gouvernement, presque toutes les personnes sans-abri recensées avaient plus de 50 ans. Donc, cela ne veut pas dire que la plupart des sans-abri sont âgés, cela signifie simplement que les jeunes sans-abri ne sont pas aussi faciles à identifier comme étant sans-abri. Ils passent souvent d'un cybercafé à l'autre, de chez des amis à des restaurants de restauration rapide ouverts 24 heures sur 24. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi les gens iraient dans des cybercafés plutôt que dans des refuges pour sans-abri. Surtout que dépenser de l'argent pour rester dans ces cafés nuit après nuit peut vite s'accumuler pour quelqu'un qui a déjà peu de moyens. Eh bien, cela m'amène à ce que je voulais vraiment dire à propos de la culture du Japon envers les sans-abri. Il n'y a absolument aucune culture de compassion envers les sans-abri au Japon, mais plutôt une honte incessante, ce qui pousse beaucoup de sans-abri japonais à perdre contact ou à couper les liens avec leurs amis et leurs familles pour éviter la gêne. La culture japonaise est largement centrée sur l'autonomie et le travail acharné. Ainsi, les sans-abri sont souvent considérés comme paresseux, n'ayant personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Souvent, les autres citoyens évitent même de les regarder, les considérant comme une source de gêne. C'est perçu comme une menace pour une société harmonieuse au Japon, et comme quelque chose qui nuit à la beauté des villes comme Tokyo. Pour ces raisons, les personnes sans-abri font beaucoup d'efforts pour ne pas paraître sans-abri aux yeux des autres. Par exemple, ils mendient rarement de l'argent, voire se sentent offensés lorsqu'on leur en propose, essaient de rester propres et de soigner leur apparence en utilisant les nombreuses toilettes publiques et zones de lavage à travers le pays. Lorsque les personnes sans-abri vivent réellement dans la rue, elles installent leurs abris dans des endroits isolés, comme les berges des rivières, afin de rester à l'écart de tout le monde. Lorsqu'ils doivent dormir dans des endroits très fréquentés, ils rangent souvent leurs affaires et quittent ces lieux pendant les heures de pointe. Le parc central de Shinjuku est un excellent exemple de la façon dont cela fonctionne. La stigmatisation est particulièrement forte pour les hommes, qui représentent plus de 90% de la population sans-abri du pays. La culture japonaise veut que les femmes soient prises en charge, donc il y a moins de stigmatisation autour des femmes sans-abri, car ce n'est pas considéré comme leur faute, elles sont donc plus susceptibles de recevoir de l'aide. En revanche, les hommes sans-abri sont stéréotypés comme ayant fui à cause de dettes de jeu.
Ils sont donc moins susceptibles de recevoir la même aide. Cette vision négative du sans-abrisme pousse beaucoup de gens à le garder secret si possible, ce qui aggrave le problème sans que personne n'en soit vraiment conscient. Mais le sans-abrisme est devenu plus visible en 2020 pendant la pandémie, lorsque des alternatives au refuge pour sans-abri, comme les cybercafés ouverts 24 heures sur 24, ont fermé. Le gouvernement a dû changer de stratégie pour éviter que beaucoup plus de personnes ne dorment soudainement dans la rue. Il a donc investi dans plusieurs milliers de chambres d'hôtel à Tokyo pendant l'état d'urgence lié à la pandémie. Si le gouvernement ne l'avait pas fait, il y aurait probablement eu une forte augmentation de la façon dont il perçoit les personnes sans abri. À l'heure actuelle, Tokyo dispose de centres d'hébergement de longue durée similaires à des dortoirs répartis dans toute la ville, principalement gérés par des organisations à but non lucratif. Mais ces établissements ont une mauvaise réputation car ils sont délabrés, surpeuplés et offrent peu d'intimité. Le Japon ne propose pas de centre d'hébergement d'une nuit où les gens peuvent venir et être hébergés juste pour une nuit. Au lieu de cela, le gouvernement préfère offrir un hébergement à long terme afin de pouvoir aider les gens à atteindre une situation où ils peuvent subvenir à leurs propres besoins. Ces dernières années, le Japon est également devenu plus flexible en accordant de l'argent public aux personnes sans abri qui en ont besoin. Bien que leur programme de protection des moyens d'existence existe depuis les années 2000 pour fournir de l'argent aux sans-abri, s'ils n'ont ni bien ni famille sur qui compter, les conditions étaient auparavant plus strictes. Les gens devaient auparavant prouver que leur famille était incapable de les soutenir, ce qui a conduit beaucoup de personnes à ne pas demander à bénéficier du programme parce qu'elles ne voulaient pas que leur famille sache qu'elles étaient sans abri. Désormais, cette exigence peut être levée. Grâce au programme, les personnes sans abri peuvent recevoir environ 53 700 yens, soit environ 448 $ par mois, qui peuvent être utilisés pour le loyer d'un appartement ou pour des centres d'hébergement financés par le gouvernement, ainsi qu'environ 75 000 yens, soit 621 $, pour les dépenses courantes. En plus de cela, le gouvernement propose désormais des centres de soutien à l'autonomie, qui offrent une aide à la recherche d'emploi pour les personnes sans travail. Ainsi, le Japon a utilisé la législation pour réduire les taux de sans-abrisme, mais la quantité de sans-abrisme caché signifie probablement qu'il reste encore beaucoup à faire. En fait, le Japon a un taux de pauvreté plus élevé que les États-Unis, avec environ 15% de la population japonaise considérée comme pauvre, contre seulement 12% des Américains vivant dans la pauvreté, ce qui semble bien sûr contradictoire avec le faible taux officiel de sans-abrisme. Peut-être que la chose la plus importante que le Japon doit faire est de commencer à changer la stigmatisation autour du sans-abrisme. Puisque la stigmatisation dissuade beaucoup de personnes en difficulté de demander de l'aide, amener les gens à considérer et à traiter le sans-abrisme comme quelque chose de moins honteux pourrait encourager une plus grande participation aux programmes gouvernementaux avec de meilleurs résultats. Quoi qu'il en soit, le taux de sans-abri au Japon reste faible, ce qui est louable, mais il n'est pas de 0% comme on le prétend, c'est la réalité. Merci d'avoir regardé.